Et on pourra poser un petit peu les mêmes questions à votre confrère, on peut dire. Voilà, on parle de confraternité aussi dans le textile, évidemment, puisque nous allons à la rencontre de Benoît Séguin. Bonjour, si vous nous entendez. Bonjour, je vous entends. Bonjour à tous. Vous êtes PDG de Tismaï, LCF La Chaussette de France. Donc vous avez entendu, comme nous, les propos d'Alexandra. Expliquez-nous ce que fait La Chaussette de France et comment elle se positionne, elle aussi, vis-à-vis du sport. Alors nous, en fait, au départ, on est fabricant de chaussettes depuis 1961 sur des chaussettes plutôt génériques. Il y a une dizaine d'années, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on se différencie et qu'on aille chercher des marchés à valeur ajoutée un peu plus importante, puisqu'on était plutôt à l'époque sur le marché de volume. Et puis nous avons décidé de lancer notre propre marque, La Chaussette de France, au départ donc dans le ski. Et puis après, nous avons décliné, on va dire, notre offre sur d'autres sports comme le running, le trail, l'ultra-trail, la randonnée, la marche, le cyclisme. Et donc ça fait une dizaine d'années qu'on est aujourd'hui présent sur le marché. Et qu'est-ce qui nous différencie? C'est d'une part la technologie de tricotage, puisqu'on a investi massivement, comme je vous l'ai dit, il y a un peu plus de 10 ans, dans des machines nouvelle génération qui nous permettent de faire des chaussettes très précises, très bout de fité, qui optimise en fait le confort de la chaussette avec de la bouclette. Voilà, c'est des chaussettes très précises sur le pied, puisque aujourd'hui le sport aujourd'hui, c'est ergonomique, qui épouse la forme du pied. Voilà, exactement. Alors par exemple, à l'époque, une chaussette de ski, c'était en fait plus c'était épais, plus c'était chaud. En fait, c'était fait essentiellement avec des fibres acryliques ou des fils un petit peu de bas étage, si je peux m'exprimer ainsi. Et aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte qu'une chaussette peut être très fine avec de la laine mérinos et de la laine et soie, et elle aura toutes les propriétés d'une chaussette, et elle aura la chaleur d'une vraie chaussette. Donc on a associé cette technologie de tricotage et l'utilisation de fils soit très techniques, soit très nobles, et je rejoins Alexandra sur le sujet. Notamment, on utilise des fils anti-friction, anti-échauffement, anti-ampoule, antibactérien, donc qui évacue beaucoup la transpiration. Et donc nous, on a sur chaque segment d'activité, on a des chaussettes bien spécifiques, voilà, qui répondent précisément aux besoins de chaque sport. Très technique, oui, c'est ça. Alors je parlais justement des ambassadeurs. Vous utilisez également cette technique pour vous représenter? Oui, bah alors on utilise, bien sûr, on a une cinquantaine d'ambassadeurs sur l'ensemble des segments des secteurs d'activité dans lesquels nous sommes. Donc ça permet, on est dans le ski, dans l'ultra-trail, le trail, donc ça permet effectivement quand vous lancez un modèle de chaussette ou plusieurs modèles de chaussettes, et pour préparer, je sais pas, qui est dédié au trail, si la personne qui fait par exemple l'ultra-trail du Mont Blanc, qui est l'une des plus belles courses de trail en France, même au monde, a des ampoules ou des trous dans la chaussette au bout de 20 km alors qu'il s'est préparé pendant des années, votre marque elle est morte. Donc voilà. Donc il nous faut vraiment des produits à forte valeur ajoutée. Alors certes, c'est des chaussettes qui sont chères, qui sont vendues assez chères, mais derrière il y a une valeur ajoutée. Alors déjà, elle est fabriquée en France, donc ça c'est ce qu'on défend avec la maison Brousseau depuis de nombreuses années. Et puis c'est aussi hyper qualitatif. C'est des chaussettes que vous retrouvez pas en import ou grand import, parce qu'il y a cette technologie de tricotage, des fils techniques ou nobles. Par exemple, on fait des chaussettes des mi-bas de ski où il y a 75% de laine mérinos, ou d'alpaga ou de cachemire, ou vous voyez, c'est vraiment de la top qualité, et il faut vraiment une valeur ajoutée dans le produit. Bien sûr. Et vous, Dominique, vous avez été femme sandwich déjà aussi, à exposer les marques et à être mise en valeur? Quand j'étais athlète, j'ai eu deux sponsors successivement. L'un est toujours le sponsor de la Fédération française d'athlétisme, qui est Adidas. Donc on allait faire son marché, c'était à l'époque Michel Jazzy qui s'occupait de ça pour nous. Vous aviez évidemment votre mot à dire. Et on avait notre mot à dire, oui. On était jeunes athlètes, donc nous on était les jeunes pousses qui poussions les marques. On avait notre mot à dire, et c'est vrai qu'on avait dans ce côté fétichiste de prendre, il y avait des produits qui plaisaient davantage que d'autres, et puis parfois quand le nouvel équipement d'équipe de France arrivait, on n'était pas content, donc on râlait un peu sur les couleurs, etc. Mais les fonctionnalités étaient là. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans les deux témoignages d'Alexandra et de Benoît, c'est le rappel qu'a fait Alexandra en début d'interview, savoir-faire et innovation. C'est extrêmement important pour le sportif de ne pas prendre tous les risques d'une innovation. Il faut quand même qu'on s'appuie sur quelqu'un de professionnel et qui est solidement ancré dans le métier. Et la deuxième chose qu'a dit Benoît, je confirme que pour les trailers, pour les athlètes, ampoule et chaleur, dans un sens comme dans l'autre. Il ne faut pas que la chaussette elle vous chauffe trop les pieds, mais il ne faut pas que vous ayez froid non plus.
Et donc, c'est l'ennemi numéro 1. Les pieds, chez un athlète et chez un sportif, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement fragile. Donc, oui, s'il y a un trou, c'est un peu compliqué d'avoir une ampoule pour faire 100 km, pas derrière. Voilà. Et dans les courses de fond, moi, j'avais eu la chance de couvrir, pas faire, le marathon des sables, qui est une épreuve absolument inhumaine, il faut le dire. Parfois, il y a des épreuves, des étapes de 80 km, vous dites comment c'est possible. Et effectivement, c'est là qu'on apprend la tautologie du marathonien, c'est-à-dire plus vous courez vite, moins vous courez longtemps. Et en fait, l'ennemi, c'est le temps. Plus vous passez de temps à courir, plus vous vous abîmez. Et c'est là qu'on se rend compte aussi de l'importance du matériel, quoi. Ah, complètement. Moi, j'ai fait ma reconversion, non pas dans le sport de haut niveau, mais dans le sport de monsieur tout le monde, sur de la rando et de la rando de longue durée. Là, j'ai récemment fait 350 km à pied. Oula. Et si je n'avais pas... Je peux vous dire que si j'avais pas eu les bonnes chaussettes, je faisais pas 350 km parce que je partais tous les jours. Donc j'avais intérêt à avoir les pieds en forme. Et c'était aussi beaucoup grâce aux chaussettes. Benoît, j'imagine que vous êtes sportif et que vous êtes le premier à tester votre matériel, non ? Oui. Alors effectivement, j'ai la chance d'aimer le sport. Donc j'ai été longtemps tennisman, j'ai fait beaucoup de semi-marathon et je me suis mis au triathlon il y a pas longtemps. Et donc je connais mes modèles par cœur. On en a plus de 500 au niveau sur la gamme la chaussette de France. Et je les connais presque toutes, tous les modèles, et je sais de quoi je parle. Et je voudrais faire une petite parenthèse, profiter de l'occasion, notamment en parlant des JO. Nous, on a été, il y a des choses qui n'ont pas été, ça n'a pas toujours été tout parfait, mais en tout cas de notre côté, on a été choisi par Decathlon qui a eu donc le marché, l'appel d'offres pour habiller les volontaires. Et en fait, on était partenaire de Decathlon et pour faire toutes les chaussettes pour les volontaires qui vont, on va dire, contribuer à l'événement des Jeux de Paris. Donc ça, c'est super cool pour nous parce qu'on était super contents. Ça a été des volumes très importants. Et ensuite, on a fait toutes les chaussettes de marchandisées dans tous les Décathlons de France. Donc ça aussi, ça a été des volumes très importants, ça a été beaucoup de travail. On a entrepris ça il y a, comme l'a dit Alexandra, juste après le Covid. Et voilà, donc on est content aussi de voir des grands acteurs comme Decathlon revenir en France, et on a aussi pour projet, et qu'on continue à travailler ensemble après les JO. Et bon, ça a le mérite d'être dit, puisqu'il y a aussi un peu de positif. Nous, on a fait plusieurs centaines de milliers de paires pour les JO. Non, mais c'est important ce que dit Benoît. Effectivement, quand on parlait des nouveaux modèles et la nouvelle façon de travailler avec à l'intérieur de la chaîne de valeur, je pense qu'on n'a pas assez d'exemples comme ça, on les connaît pas forcément suffisamment, et c'est bien que tu le mentionnes parce que je pense qu'on est toujours en train de dégainer assez facilement sur ceux qui font rien, mais quand il y a des petits efforts qu'on fait, ce que je dis toujours, le Made in France, c'est du petit pas et pas à pas. Maintenant, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Alexandra. Malgré tout, c'est clair que on est un peu déçus, mais Alexandra a bien expliqué, il y a eu le Covid, il y a eu aussi la volonté dans les appels d'offres de faire appel à des sociétés qui allaient gérer tout un ensemble de produits en même temps et pas spécifiques textiles, et on est passé, pour simplifier les choses, ça a été fait sur des sociétés comme ça. On est monté au créneau, il était un peu tard par rapport au fait que c'est démarré pendant le Covid. Il y a eu cette espèce de satisfaction de dire que 20% était fait en France. Je pense que quand on a préparé l'émission, on a évoqué ça avec Dominique, et qui nous a donné, moi ça m'a marqué, et elle a complètement raison, nous a dit ne loupons pas ceux de 2030 qui arrivent, c'est des Jeux Olympiques d'hiver, mais où on aura aussi pas mal d'acteurs qui pourront être présents, intervenir sur ces JO. Et là, on va faire tout ce qu'on peut pour être le plus en amont possible et pour ne pas perdre de temps et louper des potentialités qui pourront aider bon nombre de nos entreprises sur le sujet. Faire un petit peu aussi évoluer les règles dans ce sens, pour rendre ces appels d'offres plus accessibles. Parce qu'aujourd'hui, elles sont difficilement accessibles au final. Et peut-être après, sans rentrer dans cette discussion, mais peut-être imposer un pourcentage de production et d'entreprises françaises pour produire. Oui. Les entreprises françaises, oui, mais... Là, on est dans des règles très précises et européennes. On est d'accord, mais je pense que c'est un sujet... On peut les aider à rédiger pour favoriser à un moment qu'on puisse favoriser, notamment sur toute la partie RSE, développement durable, et le nombre de kilomètres entre les lieux de production et les lieux de consommation. Oui, parce que c'est quand même dommage, parce que là, on voit, il y a beaucoup d'entreprises, encore une fois, qui ont un vrai savoir-faire, mais pour beaucoup d'entreprises, on est sur des marchés de niche
Parce qu'aujourd'hui, on confie aux industries françaises des petits marchés de niche, alors qu'on a les compétences et on a les capacités aujourd'hui de produire. Donc, faisons confiance un petit peu plus aux entreprises françaises en leur confiant. Et l'industrie, c'est le volume. Hein. L'industrie, c'est exactement. Volume, hein. Voilà. Si j'ai bien compris, c'est important ce que vous avez dit, Olivier, c'est-à-dire que l'Union des industries textiles peut aider les fournisseurs à constituer les dossiers d'appel d'offres. Aider les fournisseurs à constituer, mais aussi aider les acheteurs publics. Et ça, c'est ce qu'on a clairement exprimé auprès à l'époque de l'Élysée et de Matignon pour les marchés publics à venir. On les aide par rapport à qui est capable de quoi faire et quels critères on peut mettre en avant pour favoriser une production française. Les autres pays européens le font, il n'y a aucune raison que nous, on n'arrive pas à faire mieux dans ce domaine. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont faites, et Benoît est un exemple, mais on peut faire mieux. Un mot de l'IFTH peut-être sur ce sujet ? Alors, sur le sujet des chaussettes, il y a par exemple des fils innovants qui ont été expérimentés, qui facilitent la récupération du sportif après l'effort. C'est une fonctionnalité qui est à cœur, donc au sein du fil, et une réaction aux rayons infrarouges lointains émis par le corps. Les chaussettes qui ont été testées ont démontré qu'au porté, une sensation de confort thermique qui était assez marquée par rapport à un chaussant très classique. Donc c'est aussi ça, ce que disait Dominique, c'est faut pas avoir froid, faut pas avoir chaud. C'est donc la bonne température. Et avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort, et qui donne le confort et qui donne la performance de l'athlète. Un mot, Dominique, encore ? Sur les Jeux ? Sur les JO. Sur les JO. Sur les appels d'offres. Donc, effectivement, je confirme une chose, c'est que c'est encore plus dur que les marchés publics habituels, parce que là, on a un grand donneur d'ordre derrière qui fixe des règles, qui s'appelle le Comité international olympique, le CIO. Et donc, le CIO qui est à Lausanne, il impose un peu ses règles au COJO, au Comité d'organisation des Jeux olympiques à Paris. Et c'est dur de suivre parce qu'effectivement, il y a des enjeux de volume. On parlait tout à l'heure des volontaires, donc les bénévoles. Les volontaires, il faut savoir qu'il y en aura 45 000. Il y avait 150 000 candidats. Il y aura 45 000 volontaires à équiper. Et donc, ils ne veulent pas se louper parce qu'ils veulent être sûrs et garantis. Donc, vous avez raison, Alexandra, de dire qu'il faut un petit peu de confiance. Mais la confiance, ça se prépare. Là, on va dire qu'on ne va pas arrêter de parler d'ici quelques mois de l'héritage des Jeux Olympiques. Je pense que dans l'héritage des Olympiques, il faudra verser au dossier la confiance qu'on peut accorder aux industriels français qui auront été au rendez-vous et à ceux qui auraient pu l'être. Et donc, du coup, il faudra vraiment qu'on continue nos efforts, nous, en interprofession, à dire Entreprise 2024, qui était le site sur lequel on essayait de donner de l'information. Il faut que ça devienne Entreprise 2030 et que les Jeux olympiques d'hiver qui se dérouleront dans notre pays, on aura démontré et on fera verser ça vraiment au dossier du CIO que dans l'héritage de Paris 2024, il y a la capacité à ce que les industriels français soient fournisseurs des Jeux Olympiques 2030. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup Benoît Séguin d'avoir été avec nous en duplex. Cette émission